Rémi Latune, voilà, je travaille à INRAE dans l'UR Riversal à Lyon. Donc je vais vous présenter voilà, un peu l'approche multibarrière qui est un petit peu une gestion intégrée du risque associé aux germes pathogènes dans la réutilisation. Donc c'est des travaux qui sont dans le cadre d'un projet qui s'appelle Multibarrière et en particulier je vais vous présenter ce qu'on fait dans le cadre d'une thèse qui est la thèse d'Alice Rose qui aura l'occasion de vous présenter des éléments cet après-midi et puis mercredi pour ceux qui seront là mercredi matin. Euh, donc c'est un projet qui a été financé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et qui a aussi eu plusieurs soutiens d'INRAE. Ouais, je suis trop grand. Donc notamment la direction d'appui aux politiques publiques et puis le métaprogramme Better. Et donc c'est un projet qu'on réalise en partenariat avec le bureau d'études Ecofilae. Alors, quelques éléments de contexte, mais qu'on a finalement déjà un petit peu évoqué ce matin. Donc, c'est un petit peu des injonctions contradictoires au niveau français autour de la réutilisation, avec d'un côté une attente au niveau de l'État d'amplifier la réutilisation, et puis de l'autre côté des nouvelles règles du jeu en termes de qualité d'eau pour pouvoir faire de la réutilisation avec le règlement européen. Donc pour aller très rapidement, là c'est un tableau qui vous compare les qualités d'eau dans les différentes classes entre la réglementation française en bleu et le règlement européen en vert. Et donc on voit que sur Escherichia coli, en fait, pour le règlement européen nous impose de traiter 99% de fois plus par rapport au règlement, à la réglementation française. C'est-à-dire que le nombre de pathogènes qu'on peut avoir à la fin correspond qu'à 1% de ce qu'il y avait au niveau de la réglementation française. Donc c'est effectivement plus contraignant, même s'il y a certains indicateurs donc pour d'autres types de pathogènes, donc les virus et les protozoaires qui ont disparu pour les classes B, C et D, donc ce qui peut donner une impression de simplification. Ce qui est intéressant, on a évoqué aussi les incohérences réglementaires. Moi, j'aime bien comparer ces niveaux-là avec ce qui est demandé pour les eaux de baignade. Donc, on voit qu'il est tout à fait possible de se baigner dans des eaux qu'on ne pourrait pas utiliser pour faire de la réutilisation. Donc, ça pose aussi des questions en termes de risque, en fait. Alors, il n'y avait pas eu encore de slide avec des procédés. Donc, voilà, elle est là. D'habitude, il y en a tout le temps. Donc là, voilà, on a fait une revue biblio pour comparer les performances de différents procédés de traitement vis-à-vis des 4 types de micro-organismes potentiellement pathogènes qu'on retrouve dans les eaux usées. Donc les bactéries, les virus, les protozoaires et les helminths qui sont des vers. Voilà. Donc je ne vais pas vous détailler le schéma. Enfin, il y a des trucs intéressants à dire, c'est-à-dire que des procédés sont performants plutôt sur certains types de pathogènes que sur d'autres. Voilà, mais là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de regarder que par rapport au niveau, la classe A qui est demandée par le règlement européen, en fait, on a très peu de procédés qui vont permettre d'atteindre ce niveau-là. Donc, principalement l'osmose inverse et les procédés d'oxydation avancée, qui sont des procédés qui malheureusement sont très intensifs et on va avoir des coûts d'exploitation et de maintenance qui vont être très élevés, d'une part, donc d'un point de vue économique par rapport à ce que présentait Marielle, on peut se questionner. Et puis il y a également des collègues, enfin des études d'ACV qui commencent à sortir. Et finalement, même d'un point de vue environnemental, on peut se demander si la réutilisation est réellement vertueuse, si on est obligé de mobiliser des procédés de ce type-là. Donc on se demande si on n'est pas un peu dans une impasse où finalement on nous demande de faire plus avec des eaux qu'il va falloir plus traiter. On sait le faire, mais c'est très cher et environnementalement, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc ce qui est intéressant, c'est que le règlement européen introduit quand même cette approche par barrière, cette notion de barrière donc, que je vais développer, donc, et qui a été développé par l'OMS. Donc, le règlement européen précise qu'il est possible de déroger aux normes de qualité qu'elle impose si est mis en place une approche voilà, avec des barrières supplémentaires appropriées. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. Donc, cette approche par barrière, donc, elle a été formalisée par l'OMS en 2006. Elle est reprise et détaillée dans une norme ISO, donc c'est des choses qui sont quand même déjà bien connues et depuis un moment. Par contre, elle n'est pas forcément beaucoup mise en œuvre, même si on la retrouve quand même en partie dans la réglementation française.
Vous allez voir. Donc, l'approche par barrière, là, je vais vous présenter deux manières différentes, c'est très caricatural, hein, de gérer le risque associé aux germes pathogènes. Donc là, c'est une approche tout traitement. C'est-à-dire qu'on a voilà, une quantité de pathogènes qui arrivent et qui vont être gérés au niveau de la station d'épuration. Et donc, à la sortie, on a un faible niveau d'exposition aux pathogènes. Donc ça, c'est l'approche tout traitement. Et l'approche par barrière, on garde le même niveau d'exposition, la même quantité de pathogènes. Et par contre, pour gérer l'exposition à ces pathogènes, on va mobiliser du traitement, donc on retrouve la station, mais en fait les différents maillons de la filière de réutilisation. Voilà, donc effectivement, hein, les types de cultures, on n'a pas les mêmes risques si on va faire de l'arboriculture ou du maraîchage. Les modes d'irrigation, donc entre l'aspersion et le goutte à goutte par exemple, les traitements post-récolte. Voilà, il y a énormément de barrières. Et donc, on voit que ça permet de réduire un petit peu la pression sur le maillon traitement et donc de pouvoir aller éventuellement mobiliser des traitements autres que ceux qui étaient complètement à droite tout à l'heure sur le graphique. On peut aussi, comme ça a été évoqué hein, ce matin par Akissa, donc la séparation à la source, c'est aussi quelque chose qui peut rentrer dans cette gestion du risque, puisque si on travaille avec des eaux ménagères, on a 2 à 3 unités log de pathogènes en moins dans les eaux avec lesquelles on va travailler. Voilà. Donc c'est des choses. Donc l'Union européenne l'a évoqué en fait rapidement dans le texte de 2020, mais ce n'était pas quelque chose qui était présent dans les versions précédentes de 2018. Donc finalement, il y a eu des précisions qui ont été publiées cet été. Donc il y a des guidelines pour l'application du règlement qui sont sortis à la toute fin du mois de juillet. Et puis il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure avec un nouvel arrêté français, donc fin d'année, plus probablement début 2023. Qui va finalement aussi venir introduire et développer cette approche dans la réglementation française. Alors là, j'imagine que vous ne pouvez pas voir, mais c'est un extrait en fait de ce qu'on retrouve dans la norme ISO pour illustrer un petit peu certaines barrières. Donc tout en haut, c'est l'irrigation au goutte à goutte. Et donc par exemple, la norme ISO considère que si on met en place un goutte à goutte enterré, on a l'équivalent de la réduction de 6 unités log. Donc, dans les eaux usées brutes, on a entre 7 et 9 unités log de bactéries. Donc là, on voit que si on met en place un goutte à goutte enterré, on a déjà l'élimination de 6 unités log. Donc là, voilà, il y a tout un tas de barrières qui vont être décrites. Il y a par exemple aussi de peler les produits avant de les consommer. Donc ça permet de réduire de 2 unités log, donc de 99% en fait. Voilà, le fait de les cuire, c'est 6 à 7 unités log. Donc finalement, on peut presque se dire qu'on pourrait irriguer avec des eaux usées brutes. Si on fait cuire derrière, il n'y a pas forcément de risque d'un point de vue sanitaire pour le consommateur. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que le risque, c'est en fait le croisement d'un danger avec une exposition. Et donc là, en fait, on a des barrières qui vont permettre de gérer le danger, c'est-à-dire qui vont réduire les concentrations en pathogènes à l'intérieur des eaux usées. Et puis on a d'autres barrières qui, elles, vont jouer sur l'exposition. Les modes d'irrigation, typiquement, ça va permettre de réduire l'exposition du personnel agricole aux eaux usées, même si certaines peuvent aussi avoir un effet sur certains pathogènes. Mais voilà, c'est pour vous expliquer la manière de penser qu'on va réutiliser dans l'outil qu'on est en train de développer, que je vais vous présenter. Alors, du coup, par rapport à ça, on a monté un projet pour essayer d'approfondir cette question du multibarrière et de le mettre en œuvre sur le territoire français. Donc, on s'est posé des questions de 3 ordres. Donc, d'abord, quelle est l'efficacité de ces différentes barrières? On a les données de l'ISO, la norme ISO. Il y a aussi des éléments dans l'OMS, mais on a voulu aller voir sur quels travaux scientifiques s'étaient construits, si on pouvait actualiser un peu ces informations-là. Le deuxième niveau de questions, c'est finalement des choses qu'on a quand même évoquées aussi ce matin. C'est que la question du multi-acteur, les projets de réutilisation, il y a plusieurs acteurs différents qui vont intervenir à différents maillons de la filière. Et finalement, la question du risque et de la gestion du risque, qui auparavant, on a vu, était vraiment gérée au niveau de la station, avec l'approche multibarrière, cette responsabilité face au risque est en fait diluée tout au long de la filière.
Donc ça fait un sujet de plus à discuter avec les différents acteurs de la filière, c'est celle de la responsabilité, du transfert de responsabilité tout au long de la filière de réutilisation. Et puis troisième niveau de questionnement, c'est finalement dans quelle mesure cette approche multibarrière est réellement plus intéressante d'un point de vue économique et peut-être plus vertueuse d'un point de vue environnemental qu'une approche tout traitement où on élimine tout au niveau de la station. Voilà, donc ça c'est un peu... Le projet est construit autour de toutes ces questions. Donc je vous fais... C'était un... Ouais, je n'ai pas expliqué au début. C'est un projet qu'on a construit au niveau du réseau Reuse. Donc il y a plusieurs personnes du réseau qui sont impliquées dedans. Donc là, à l'occasion du séminaire annuel, c'est l'occasion de présenter un petit peu l'avancée des projets. Donc c'est des projets en cours, on n'a pas de résultats en fait à présenter. Hein. C'est une manière de voir les choses. Donc l'axe 1, l'état de l'art sur les différentes barrières. Donc ça, c'est des travaux qu'on a menés avec un certain nombre de collègues du réseau Reuse à travers le co-encadrement, l'encadrement de 2 stages. Alors c'était un peu au moment du Covid, donc ça ne s'est pas passé complètement comme on imaginait, mais voilà, il y avait plusieurs stagiaires sur des questions assez précises en fait, de transfert des pathogènes entre les différentes matrices qu'on retrouve au long de la filière de réutilisation. Et on a essayé d'avoir un peu des discussions collectives avec différents collègues du réseau qui ont des spécialités différentes pour éclairer un petit peu ces points-là. L'idée était de regarder un petit peu, de faire un état des lieux en termes de modalités de mise en œuvre des différentes barrières, leur efficacité, et en particulier en regardant sur les 4 types de pathogènes. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'assainissement, jusqu'à présent, on s'est quand même beaucoup focalisé sur Escherichia coli. Donc Escherichia coli qui est un indicateur des bactéries, qui n'est pas forcément le meilleur, mais on n'a pas forcément non plus regardé sur les virus, les protozoaires et les helminthes. Et bon, bah là, après l'épisode Covid qu'on a traversé, je pense que sur les virus, il va y avoir des attentes. Hein, donc il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe sur les autres types de pathogènes. Voilà, et l'objectif était aussi de voir si on pouvait proposer ou identifier d'autres barrières ou des barrières qui ont beaucoup été décrites pour les usages agricoles. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour d'autres types d'usages? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on a cherché à faire. Donc, Alice est en train de finir de compiler tout ça. Donc, on retrouve en fait différents types de barrières. Je ne vais pas tout vous détailler parce que ça va être... très long, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur, la quantité de barrières qu'on a pu identifier. Donc là, sur la première partie, qualité de l'eau, on a évidemment donc, ce qu'on avait évoqué, hein, la séparation à la source, c'est tous les traitements également. Ensuite, voilà, avec quelques technologies de traitement qu'on a identifiées. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez ambitieux. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de rassembler énormément de connaissances et donc c'est difficile à faire. Enfin, c'est beaucoup de boulot, donc on vise pas à l'exhaustivité forcément tout de suite, quoi. On fait comme on peut. Donc pour le moment, on essaye de se focaliser sur ces procédés-là. Ensuite, en termes d'équipement, donc là, ça va être tout l'équipement en fait de la filière, les infrastructures un petit peu en dur, donc autant au niveau du réseau de la collecte des eaux usées que de l'irrigation. Voilà, le port aussi de pays pour le personnel agricole. Une autre catégorie, c'est les pratiques, en fait. Comment, un petit peu l'itinéraire technique, si on devait faire le parallèle avec l'agronomie, comment est-ce que les personnes travaillent, en fait, avec les infrastructures. Donc là aussi, il y a plusieurs barrières à travailler là-dessus. Donc notamment le choix des cultures, voilà, tout ce qui était transformation, il y a des histoires de dépérissement, voilà, il y a plusieurs choses dedans, qui souvent font écho aussi avec des choses qui sont mises en place au niveau réglementaire. Ensuite, la protection du périmètre en lui-même et des barrières aussi plus larges en fait au niveau du système de la filière de réutilisation en lui-même. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments. Et donc pour chacun de ces éléments, Alice est en train d'essayer de remplir un petit peu une fiche comme ça qui permet de décrire à la fois en termes de barrières, donc est-ce qu'on va réduire les concentrations, quel va être l'impact sur les pathogènes, ou en termes d'exposition, les questions de coût, les questions
d'impacts environnementaux aussi, la gestion, comment ça s'articule avec les autres maillons de la filière, qu'est-ce que ça impacte, enfin qu'est-ce que ça implique en termes de gestion au niveau des acteurs, voilà, tout ça. Voilà, donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, donc autour d'une démarche d'accompagnement pour mettre en place cette approche de gestion des risques dans les projets de réutilisation. Donc ça, c'est le cœur en fait de la thèse d'Alice qu'on fait en partenariat avec l'équipe ingénierie de la participation de l'UMRGO. L'objectif, donc, c'est de définir ou de redéfinir les filières de réutilisation, donc les différents maillons, en intégrant cette approche multibarrière. Donc, ce qui devrait permettre de répartir les rôles et les responsabilités entre les différents acteurs. Donc, on a parlé aussi de conflits d'usage, voilà, tout ça est à l'intérieur. Et donc, pour ça, on développe une démarche qu'on appelle de modélisation d'accompagnement. Donc, le principe, c'est de construire un modèle avec les acteurs. Donc, ce modèle va être une représentation partagée de leur situation, de leur projet en fait, et on va venir ensuite travailler sur ce modèle pour construire des scénarios et tester différentes options techniques ou organisationnelles, et donc finalement différentes barrières, et jusqu'à ce qu'on trouve un consensus, quoi. Donc on en est là. Donc là, c'est un petit peu les différentes étapes de cette modélisation d'accompagnement. Donc on a des outils en fait pour le faire. Donc on construit un modèle conceptuel. Ensuite, on traduit ce modèle conceptuel en... Alors, ça va prendre la forme un petit peu d'un jeu, donc jeu de plateau ou un modèle informatisé. Et ensuite, on va faire des étapes de simulation pour construire des scénarios avec les acteurs. Et une fois qu'on aura travaillé sur ces scénarios, on espère arriver à un consensus et une stratégie collective. Voilà, et on va faire ça sur 3 typologies de territoire. Donc la première, c'est la mise en conformité de projets de réutilisation qui existent déjà. Donc finalement, comment est-ce qu'ils vont se mettre en conformité avec le règlement européen? On a vu, les niveaux de rejet sont plus stricts. Donc est-ce qu'on ajoute une étape de traitement ou est-ce qu'on identifie des barrières qui sont peut-être déjà en place? Donc l'idée, c'est de construire le modèle à partir de ce premier cas, de le répliquer sur différents autres territoires, et puis ensuite d'utiliser ce premier modèle pour aller expérimenter sur d'autres typologies. Donc des territoires où il y a de nouveaux projets de réutilisation qui sont en réflexion. Et puis, troisième niveau, des nouveaux projets, mais en situation urbaine, où donc là, on ne va pas être forcément sur des usages agricoles, où il y a de nouveaux acteurs qui vont intervenir. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on fait ce travail-là de construction du modèle. La première étoile bleue, on le fait sur le cas de Clermont-Ferrand, qui est probablement le plus gros projet de réutilisation en France, avec plus de 1000 hectares qui sont irrigués avec des eaux usées traitées depuis les années 90, qui est un projet intéressant parce qu'il a été beaucoup étudié, donc on a beaucoup de données à récupérer potentiellement sur les différentes barrières. Voilà. Et donc on a... ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait là, avec les différents ateliers qu'on a fait avec Clermont. Donc, d'abord des ateliers de modélisation participative en vert. Et puis là, on va être à l'automne. Là, d'ailleurs, jeudi, on a un premier atelier avec Clermont hein, pour commencer les simulations exploratoires. Et l'idée, c'est pour des raisons réglementaires, puisqu'ils doivent se mettre en conformité pour juin 2023, il faut que le plan qui propose le plan en fin d'année. Donc on marche un peu, on avance un peu à marche forcée là pour avoir fini la démarche sur le cas de Clermont en fin d'année. Donc comment ça va marcher très rapidement l'idée là du modèle, c'est qu'on va définir la situation initiale en fait avec les acteurs du territoire, ce qui va nous permettre d'identifier quels sont les différents types de personnes qui vont être exposées aux eaux usées traitées ou aux risques associés aux eaux usées traitées. Donc les agriculteurs, le personnel irriguant, les riverains, les consommateurs. Donc avec ces différents éléments-là, ça va nous permettre de construire des scénarios d'exposition.
Donc on va identifier pour chacune de ces personnes quelle est la voie principale d'exposition, la fréquence à laquelle il va être exposé, le volume par événement, et puis les concentrations en pathogènes. Ensuite, on va utiliser donc, la QMRA, donc l'évaluation quantitative du risque microbiologique, qui va nous permettre de traduire en fait ces différents scénarios à partir de relations dose-réponse de pathogènes de référence, de les traduire en fait en risque d'infection. Et on va ensuite comparer ces risques d'infection avec le risque tolérable, sur lequel sont construites les différentes réglementations à l'heure actuelle. Et la différence entre les deux, on va la combler en ajoutant des barrières. Et donc les barrières vont venir en fait modifier le scénario d'exposition, donc soit en réduisant les concentrations en pathogènes, soit en réduisant la dose à laquelle on va être, enfin le volume auquel on va être exposé. Au niveau de ces barrières, on va faire ressortir aussi les enjeux, enfin les questions de coûts économiques et environnementaux, puisque c'est quelque chose qui va rentrer en compte dans le choix des barrières. Et puis, on va faire ça de manière itérative jusqu'à ce que les risques d'infection soient inférieurs aux risques tolérables définis par l'OMS. Voilà. Et puis, le troisième axe, donc peut-être, je ne sais pas si on arrivera à tout faire dans le cadre de la thèse d'Alice, c'est l'évaluation de la démarche, donc à deux niveaux. L'évaluation de l'outil en lui-même, c'est-à-dire le format, le nombre d'ateliers, la durée des différents ateliers, qu'est-ce que ça a pu produire. Donc pour ça, on a quelques idées de méthodes. Et puis la comparaison des scénarios multibarrières avec les scénarios conventionnels, donc avec évidemment les questions économiques et les questions environnementales. Donc pour le moment, on n'a pas encore identifié de partenaires sur ces sujets-là. Donc peut-être que, Marielle, on pourra en discuter s'il y a un intérêt de ton côté. Voilà. Et en parallèle, on a un autre groupe de travail qui s'appelle EPNAC, qui travaille sur l'assainissement dans les petites collectivités, où on est en train de mettre en place un petit peu on a fait un état des lieux, un panorama de la réutilisation. On a mis à jour le travail qui a été fait par le CEREMA. Donc on sait en fait actuellement quels sont les différents projets de réutilisation en France. Et ce qui va être intéressant, c'est de comparer cette base de données maintenant avec ce qu'elle va donner dans 4-5 ans, quand il aura fallu se mettre en conformité avec le règlement, pour voir un petit peu quels auront été les choix. Est-ce que les collectivités seront parties sur des approches multibarrières ou traitements, ou est-ce que finalement tout le monde a mis la clé sous la porte. Voilà. J'ai fini, merci.